Alors voyons le principe fondamental de la statique, dit le PFS. Donc comme son nom l'indique, ce principe est primordial dans le calcul, dans la détermination des inconnus de liaison et des efforts internes. Alors il s'énonce de la manière suivante: si je considère un solide ou un ensemble de solides, qu'on appelle également un système, en équilibre, c'est-à-dire sans mouvement, soumis à l'action d'un certain nombre de forces extérieures. Alors attention, qu'est-ce qu'on appelle les forces extérieures? Il faut y inclure également toutes les actions au niveau des liaisons. Donc on verra ça. Avant d'appliquer le PFS, il faudra bien isoler le ou les solides afin de déterminer les forces, toutes les forces extérieures qui s'appliquent à cet ensemble, y compris les actions au niveau des liaisons. Donc si j'appelle F1, F2, Fn, etc., les différentes forces extérieures, et donc le principe va s'écrire sous la forme de deux théorèmes. Le premier, qu'on appelle le théorème de la résultante, à savoir la somme des forces vectorielles est égale à 0. Et le deuxième principe qu'on appelle le théorème du moment, à savoir la somme des moments de toutes les forces, plus éventuellement des couples ou des moments qui sont déjà exprimés sous la forme d'un moment, est égal à 0. Alors, à retenir que le premier théorème, donc le théorème de la résultante, traduit l'équilibre en translation, alors que le théorème du moment traduit l'équilibre en rotation. Et au total, ici, on a exprimé l'énoncé général. On a donc 6 équations, 3 équations pour le théorème de la résultante, 3 équations pour le théorème du moment. Puisqu'il s'agit d'équations vectorielles, ces équations vont se projeter dans un repère général x, y, z, suivant 3 équations scalaires. Donc on obtiendra dans l'espace 6 équations scalaires au total. Le principe fondamental, dans la très grande majorité des cas, sera appliqué pour des problèmes plans, c'est-à-dire des solides contenus dans le plan pour lesquels tous les efforts sont inclus dans le plan. Donc F1, F2, etc., Fn. Ces solides seront également soumis à d'éventuels couples, C1, C2, Cn, donc ils peuvent correspondre par exemple à des actions de liaison. À noter que tous ces efforts notamment les couples ici, on constate qu'on a mis une barre qui exprime que ces grandeurs sont des grandeurs scalaires algébriques, donc qui peuvent être soit positives, soit négatives. Donc reprenons ici le théorème de la résultante. Ce théorème se décline en deux équations scalaires, une projetée sur x, donc somme des fx égale à 0, l'autre projetée sur l'axe y, somme des fy est égale à 0. Donc dans un repère général, x, y, je vais inclure également l'axe z, perpendiculaire au plan qui contient les efforts. Donc, on a vu que l'équation de la résultante traduit l'équilibre en translation. Donc, une translation suivant l'axe x, qui correspond à l'équation d'équilibre projetée sur x, et une translation suivant l'axe y, qui correspond à l'équation d'équilibre projetée sur y, somme des fy égale à 0. Et l'équation du moment, on a dit qu'elle traduisait l'équilibre en rotation. Alors ici, il s'agit
il n'y a qu'une seule rotation possible, c'est la rotation autour de l'axe Z. Donc c'est la raison pour laquelle l'équation vectorielle qu'on avait tout à l'heure dans l'espace se traduit en une seule équation algébrique. On peut écrire sous la forme somme des moments par rapport à un point choisi arbitrairement est égal à 0. Donc, dans ces moments, on a le moment de toutes les forces, mais également les couples. Donc, cette équation du moment, je répète, traduit l'équilibre de mon solide autour de l'axe Z. Alors, je vais essayer ici de le faire tourner. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà. Donc, au total, on a donc 3 équations scalaires. 2 équations pour le théorème de la résultante, traduisant l'équilibre en translation, et une équation pour le théorème du moment, traduisant l'équilibre en rotation autour de l'axe Z. Un autre grand principe qu'on va utiliser en statique est le principe des actions mutuelles, qu'on pourrait aussi traduire par principe d'action-réaction. Donc si je considère deux solides, 1 et 2, en contact ponctuel par exemple, si j'isole le solide 2, ici, donc si j'isole le solide 2, je vais considérer les actions exercées par le solide 1 sur le solide 2, c'est-à-dire R de 1 sur 2 et le moment en A de 1 sur 2. Bon, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle le torseur des actions au point A, défini par la résultante et le moment résultant. Et maintenant, si j'isole le solide 1, à droite, ce solide est soumis à l'action du solide 2, donc R de 2 sur 1, M de 2 sur 1, et ces actions, d'après le théorème ici, sont égales et opposées aux actions exercées par le solide 2 sur le solide 1. Donc ça se traduit de cette manière-là. R de 2 sur 1 égale à moins R de 1 sur 2. Donc 3 équations scalaires dans l'espace. Moment de 2 sur 1 égale à moins le moment de 1 sur 2. 3 équations scalaires également dans l'espace. Si on est dans le plan, on l'a vu, donc 2 équations scalaires pour la résultante, une équation scalaire pour le moment. Donc on l'a dit, pour appliquer le PFS, il nous faut déterminer un repère. On aura deux types de repères possibles, soit un repère global, comme ici en rouge, grand X, grand Y, donc qui nous servira en général à déterminer les inconnus de liaison. Donc, par exemple ici en A, en D, en B et en C. Donc là, par exemple, on a dessiné un portique constitué de 3 barres de 4 nœuds. Donc on appelle les nœuds les extrémités des barres, soumises à un effort grand F. Donc les coordonnées de grand F dans ce repère global s'expriment de cette manière-là. Grand F sur X, 0 sur Y. On pourra également rencontrer des repères locaux. Donc on utilisera plutôt les repères locaux. Donc ce sont des repères qui suivent la ligne moyenne de la barre, dans un sens bien déterminé à l'avance. On déterminera plutôt les efforts intérieurs dans ces repères locaux. Donc on voit ici que notre force F s'exprimera de manière différente suivant qu'on l'exprime dans le repère 1, 2 ou 3. A noter que le repère, en général, le repère global est en majuscule, grand X, grand Y. Les repères locaux sont plutôt mis en minuscule. Et enfin, on appliquera toujours le PFS en raisonnant dans un seul repère. Ça, c'est assez évident, mais encore faut-il le rappeler.